créer un talent et probablement une chimère et puis quelque chose de très dangereux. Ayez l'ambition d'en créer tout de suite plusieurs. Coucou aux dirigeants du PSG qui vont perdre leur ami Mbappé et ça a l'air d'être une catastrophe. Est-ce que l'année prochaine, en ayant perdu un joueur qu'ils ne remplaceront pas avec un joueur du même niveau, est-ce qu'ils arriveront à avoir une équipe plus équilibrée, plus dangereuse peut-être? En tout cas, s'ils sont Dumbledoriens, je ne sais pas comment vous dire, ils choisiront sûrement de répartir le côté star de Mbappé sur 3, 4, 5 joueurs plutôt que de focaliser tout sur ce joueur-là qui le mérite, il est très fort, mais qui peut-être a trop à porter sur ses épaules. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle table ronde et pour la première fois avec toi Emmanuel, enfin t'en as déjà fait mais la première fois avec moi. Bah oui, salut Pat, ravi d'être là. Salut. Bah ouais, je suis content, c'est cool. Et puis en plus, Dans un décor de choix. dans un décor féerique et sur un sujet dont on pourrait se demander pourquoi on l'a pas traité plus tôt, parce que Albus quand même, Albus Conseil, ça vient de Albus Dumbledore. Je pense que vous m'attendiez. Et voilà, on t'attendait. Et donc on va faire évidemment un épisode sur le management dans la saga Harry Potter, et particulièrement le management d'Albus Dumbledore, celui qui nous a inspiré le nom de notre entreprise. Juste avant de démarrer, on va faire plein de principes. Qu'est-ce que tu dirais toi de ce manager-là? Quel genre de manager est-il? Albus Dumbledore, sa particularité, c'est que il développe donc notamment Harry, mais aussi Ron, Hermione, Hagrid, enfin toutes les personnes qui sont autour de lui. Il en fait des héros, il développe leur talent, mais avec une posture très coulisse. C'est-à-dire très en arrière, c'est pas lui qui est sur le champ de bataille, c'est pas lui le héros, mais il crée des héros lui-même dans la saga des 7 tomes d'Harry Potter. Oui, à notre sens, c'est très complémentaire. On parle beaucoup d'Arthur Lancelot et du management de Camelot chez Albus. Mais c'est très complémentaire parce que Arthur Lancelot parle de comment on gère la dignité des faibles et les forts. Et Albus Dumbledore parle de comment on va développer chez des gens qui ont du potentiel, ou en tout cas qui ont des qualités, une vraie capacité à changer les choses. Donc c'est deux choses qui nous paraissent assez complémentaires. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. On a choisi 10 choses qu'Albus Dumbledore fait super bien, et donc on se concentre à chaque fois sur un. Le premier, justement, on s'est dit, mais Albus Dumbledore, ce qui est vraiment particulier à lui, c'est qu'il donne la bonne dose de magie à ses héros ou futurs héros. Quand on dit bonne dose de magie, ça veut dire qu'il les aide, il donne des gadgets, enfin je veux dire si on parle de la cape d'invisibilité, dans le 1 c'est Dumbledore qui la donne à Harry, l'épée de Godric Gryffondor c'est aussi à Dumbledore qui la donne, dans le 7 il donne à Ron, Hermione et Harry aussi 3 cadeaux pour les aider. Ok, ça les aide, c'est sûr, ça leur permet de passer les 2-3 premiers obstacles, mais c'est pas le tout de l'aventure, c'est pas ce qui fait que Harry à la fin va pouvoir dégommer Voldemort. Ça, c'est le courage de Harry, ça, c'est sa compassion, c'est son intelligence, c'est sa capacité à s'entourer d'amis. Mais la bonne dose de magie, c'est ce qui donne envie de partir. Il se dit, bah, c'est bon, en fait, je suis pas complètement à nu dans cette bataille, mais c'est pas ce qui fait l'intégralité, et donc ça n'enlève pas la fierté au héros. Ça lui donne le courage de partir, mais voilà. Ce qui est important, donc, quand on va passer dans le management, et si vous voulez créer des héros depuis les coulisses, ce qui est intéressant dans bonne dose, c'est évidemment pas trop. Oui. Parce que pas assez, on voit tous bien quel est le problème. Si vous donnez un outil à votre collaborateur qui est totalement nul, évidemment ça l'aide pas et voilà. Mais ça peut paraître un peu contre-intuitif de se dire qu'il faut pas trop donner. Moi je trouve que c'est très intéressant en fait, cette idée-là, c'est que quand vous voulez manager quelqu'un pour qu'il grandisse, évidemment il faut l'aider, le former, lui donner des outils, lui donner une partie de votre expérience. Mais il va falloir qu'il se débrouille aussi un peu tout seul, il va falloir qu'il gamelle un peu, il va falloir qu'il ait des difficultés qui vont générer de la fierté, mais qui vont aussi générer de l'apprentissage. Et ne pas avoir peur de mettre les gens en difficulté, c'est peut-être le premier secret, c'est sûrement le premier secret de Dumbledore. Et je pense le premier secret à appliquer dans les entreprises. C'est ça, avoir le bon outillage, la bonne valise pour partir, mais faire tout un bout du chemin quand même tout seul. Et petite proposition, si vous avez eu des expériences où vous avez mis les gens dans un certain niveau de difficulté volontairement et que vous avez vu que ça les a permis de grandir, dites-le nous en commentaire. Et racontez-nous cette histoire-là. C'est contre-intuitif, mais c'est très efficace. Oui, c'est la partie sur doser la magie qu'on donne à ses collaborateurs, à ses héros, quoi. Deuxième enseignement ? Oui, le deuxième enseignement d'Albus Dumbledore, je trouve que dans les 7 livres, on voit que Dumbledore, il appelle Harry à faire confiance et à s'intéresser à des personnes ou à des univers dont tout le monde des sorciers s'en fiche.
Mmh. Donc des personnes un peu contre-intuitives, des personnes qu'on ne regarde pas. Improbable, ouais, Improbable, ouais, Mmh. j'avais dit. Par exemple, Dumbledore va appeler Harry à s'intéresser aux elfes de maison, qui Mmh. sont les esclaves du monde sorcier, à s'intéresser aux géants, dont tout le monde dit c'est les méchants, à s'intéresser aux comptines pour enfants. Alors que dans les comptines pour enfants, par exemple dans le 7, c'est une partie des réponses des reliques de la mort, hein, enfin, Mmh. c'est dans ces comptines pour enfants, c'est les prendre au sérieux. Mmh. Et prendre au sérieux justement toutes ces personnes, toutes les personnes qui rentrent pas dans le système, c'est la grande force de Dumbledore et c'est ce qui va aider Harry tout du long parce Mmh. que il va se faire copain avec les elfes, il va comprendre la magie d'antan ou la sagesse des centaures. Tout le monde se dit les centaures ils sont complètement barges, on va pas les écouter. En fait Dumbledore il va dire non, écoute ce qu'il dit là et ça va te servir à un moment donné. Et je trouve que ça c'est hyper intéressant parce que Harry il a pas des connaissances énormes comparé à Voldemort, mais il s'est intéressé aux choses dont personne s'intéresse et du coup ça lui donne toujours un coup d'avance. Inattendu, mais un coup d'avance. Je trouve qu'en management, l'applicatif de ça, il est vachement intéressant parce qu'on a tendance parfois à cultiver, des espèces d'icônes, de succès, des gens qui font particulièrement bien leur boulot, des gens qui auraient particulièrement réussi et tout ça. En faisant ça, non seulement on peut créer des frustrations ou des complexes parce que j'arrive pas à copier, celui qui a tellement bien fait et puis en plus, on crée une espèce de manque enfin, on crée une manque de créativité dans la façon dont on résout les problèmes puisqu'en gros, on va toujours regarder un peu les mêmes, et donc je trouve que le conseil ou en tout cas l'habitude qu'a pris, Dumbledore de chercher ces gens un peu improbables, mais ça donne effectivement de la richesse, mais ça donne aussi de la créativité et à sortir du cadre. Je pense notamment à la vous avez sûrement en tête cette jeune sorcière, Luna? Ouais, Hein? Luna Lovegood. Qui est vraiment l'archétype, de la fille, dont on ne peut pas voir les talents parce qu'un peu timide, un peu bizarre, un peu perché. Tout ce qu'on va voir à l'école, hein, vous savez, à l'école, on dit: «Oh là, celui-là, il est un peu bizarre et tout» et en fait, on voit très bien que, bien sûr, elle ne sait pas tout faire et elle n'est pas aussi puissante qu'Hermione. Par contre, ce qu'elle sait faire, elle est seule à savoir le faire. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment chercher ça et ça crée de la créativité autour des stars, enfin «des stars» entre guillemets. Je trouve ça intéressant. Quand vous voulez faire des talents, n'essayez pas de leur faire de leur donner une icône de quelqu'un qui a réussi avant eux, mais essayez de leur faire choisir autour d'eux plein de modèles, des gens très évidents et des gens qui le sont moins, pour les faire réussir comme ça. Et je trouve aussi en management, le rôle du manager parfois, ça peut être justement en fait, l'équipe va se charger de créer, quand vous avez quelqu'un qui arrive dans une équipe ou quoi, de créer, l'univers de base. Par exemple, la compta, ils sont toujours en retard. Et en fait, le rôle du manager, ça va être aussi un peu d'aller contre vents et marées de ça et lui dire: «Bah, en fait, tu as parlé à un tel ou eux, on va jamais les voir, on va jamais dans leur open space». Bah, en fait, je me dis, voilà, il y a vraiment le rôle du manager de, comprendre bien le système dans lequel on fonctionne et de se dire: «Bah, en fait, là, les personnes improbables, peut-être qu'elles ont quelque chose d'intéressant». Oui et puis je pense qu'il y a un truc un peu aussi, malin, dans cette affaire-là parce que, les gens dont on sait qu'ils sont des, super forts, on les utilise déjà beaucoup. Donc en fait, si je parlais presque en termes mathématiques, le taux d'utilisation de leur talent est déjà élevé, donc on peut pas gagner beaucoup plus, à les copier encore plus. Alors qu'aller copier des gens qu'on copie peu, ça veut dire que, entre guillemets, «le taux d'utilisation de leur talent est très faible», donc on a plus à gagner à le faire, hein. Donc c'est assez aussi, tactique je trouve, de faire ça. On gagne plus vite en fait, en utilisant les talents mal exploités, quoi. 3e conseil, qui nous tient Oui. particulièrement à cœur. Oui, et dont on a beaucoup discuté, Mmh. c'est, la capacité de Dumbledore à, pousser Harry et ses amis à la transgression. En gros, ce qu'on se disait, c'est que finalement Harry, durant ses 6 années à Poudlard, il n'a de cesse de, casser les règles et en faire avec sa tête et il est puni pour ça, mais il est tellement plus récompensé pour ses transgressions qu'il n'est puni. J'ai en tête la fin d'un épisode, Emmanuel, je sais plus si c'est le 1 ou le 2, où lui et ses amis transgressent, tout au long de l'année tout un tas de règles. Et à la fin de l'année, quand ils font l'espèce de banquet, donc Gryffondor, donc l'équipe, enfin la maison Harry et de ses amis, perd, je sais plus, c'est 4 fois 5 points, parce qu'ils ont fait ces 4 transgressions. Puis juste après, ils en gagnent 100, parce qu'ils ont réussi à résoudre un problème. Regardez le film comme ça ou lisez les livres comme ça en vous disant: «Regardez comment il punit les transgressions versus comment il les récompense» et vous allez voir que c'est très peu sévère sur les transgressions et très généreux sur la créativité, l'audace, le courage et cetera et cetera. C'est vraiment spectaculaire.
Oui, bah, c'est donc l'épisode que tu dis, c'est dans le 1 justement et c'est hyper flagrant, c'est les discours de fin d'année de Dumbledore et je trouve aussi ce côté transgression, on le voit dans, ce que les objets encore une fois, enfin les cadeaux que fait Dumbledore à Harry ou les conseils qu'il lui donne et en fait, il y a plein de choses qu'il permet. Enfin, typiquement lui donner en sa première année une cape d'invisibilité, c'est pas pour qu'il aille à la bibliothèque, la nuit pour, mieux réussir ses examens. Pareil pour, plein d'objets comme ça qui ponctuent parfois c'est pas directement lui, mais tout pousse, enfin Dumbledore par exemple dans le 5, il autorise en quelque sorte sans le dire, mais il permet la création d'une armée un peu souterraine contre Dolores Umbridge, qui est vraiment un peu la professeure horrible de Poudlard cette année-là. Et voilà, il autorise à aller pousser les limites, connaître aussi les passages secrets de Poudlard, connaître tous ces endroits, etc. Et je trouve que justement, on le voit aussi là-dedans, ce côté, explore, va dans la forêt interdite. Il dit que c'est interdit, mais en fait, incroyable. Harry, il s'y retrouve chaque année Il est tout le et C'est presque la forêt de Harry, en fait. Il est tout le temps. Non, mais puis je trouve qu'il y a un truc, et on va prendre un exemple très très concret dans les entreprises. Il y a un truc qui est très rigolo, par exemple, ils n'ont pas le droit de circuler dans les couloirs à partir d'une certaine heure, ils le font Ouais. tout le temps. Ils sont systématiquement punis, mais très très peu. Par contre, ils ont résolu un truc grâce au fait qu'ils ont circulé dans les couloirs, pour lequel ils sont récompensés. Pour moi, c'est un point qu'il faut garder en tête sur, par exemple, si vous avez des problèmes de retard, des problèmes d'application de certaines règles dans les entreprises. Je ne parle pas de celles qui engagent la sécurité de tous, hein, mais il y a plein de règles. Il faut accepter que les gens jouent un peu avec ces règles, flirtent un peu avec ces règles. En fait, quelqu'un de très engagé qui est un petit peu en retard, bien sûr qu'il faut sanctionner un petit peu le retard, mais sanctionnez-les beaucoup moins que vous allez féliciter l'engagement. Et c'est vrai sur tous les trucs de l'entreprise, tous les trucs du management, c'est faites remarquer aux gens quand ils font des conneries, mais félicitez-les 10 fois plus quand ils font des choses bien. Et cet équilibre-là, pour moi, c'est fois 10, je sais pas, mais au moins fois 3. Ouais, je pense que c'est pas facile, mais c'est vrai que souvent on a tendance à les mettre au même niveau. Non, je trouve ça intéressant, je vois ce que ça peut apporter, mais c'est vrai que je me dis: c'est pas facile». Je pense Moi, dans certains contextes, ouais. moi, j'essaye, mais c'est dur, hein, non, mais c'est vraiment dur. J'essaye d'être en admiration sur les choses particulièrement bien que je vois. Et donc, l'admiration, c'est un sentiment assez fort, avec une émotion assez forte, que j'essaye de transmettre, de donner, quoi, de dire, là, waouh, c'était canon, bravo, etc., etc. Et quand ça va pas, j'essaye de me dire, ok, qu'est-ce qui fait que cette personne engagée, elle a fait un document pourri, quoi. Et donc, du coup, je vais dire, bon, voilà, non, c'est pas vraiment au niveau, mais vas-y, refais, quoi. Donc en fait, je mets beaucoup moins d'intensité. Je vais quand même lui faire refaire, mais je mets beaucoup moins d'intensité. Il faut vraiment qu'on fasse une grosse connerie pour que l'intensité soit très forte. Ouais. Sinon, je trouve que fois 3. Donc voilà, pousser à la transgression. Ouais, alors c'est bizarre parce que si vous dites pousser à la transgression, c'est donc plus de la transgression. Oui. Mais c'est un équilibre entre des règles voilà. Moi, le non négociable, par exemple, c'est un terme avec lequel je suis très mal à l'aise en entreprise. Pour moi, tout est plus ou moins négociable, en fait, en réalité. Donc la question, c'est comment est-ce que je gère le fait que les gens transgressent les règles? Est-ce que je suis intransigeant ou avec un peu de souplesse? Est-ce que je suis dur ou est-ce que je suis juste là pour dire: «Ouais, non, là, non, quoi». Mais c'est pas très grave. Mais quand même, je le dis. Ce point-là, on a envisagé d'en faire un épisode complet. Ouais. Donc si ça vous intéresse qu'on développe et qu'on en parle pendant 3/4 d'heure, Et à quoi ça peut ressembler concrètement Voilà. aussi dans des équipes? dans les équipes, dites-le nous en commentaire, on sera ravis de faire un épisode de plus sur la transgression, dans Harry Potter, si ça vous intéresse. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on retient numéro 4? C'est le conseil, la chose que fait Dumbledore qui est limite le plus arthurien, qui est Dumbledore, c'est l'homme des deuxièmes chances. D'ailleurs, on l'appelle comme ça dans le 4 à un moment donné, c'est Hagrid qui l'appelle comme ça. Et Hagrid a de grandes raisons de l'appeler comme ça parce que quand il avait 13 ans, il s'est fait virer de Poudlard. C'est quelqu'un qui gère mal la magie, qui est un peu moitié géant, donc un peu pâteau, etc. Et Dumbledore lui a donné permission de rester à Poudlard, mais de s'occuper des animaux et du terrain quoi autour de Poudlard. Oui, Dumbledore, il prend vraiment son staff particulièrement, les gens là où ils en sont, et il leur donne des deuxièmes chances. Enfin, pareil, Rogue, c'est la personne de la deuxième chance. Rogue, c'est quelqu'un qui a travaillé pour Voldemort et qui, retournement de situation, lorsqu'il découvre que la tâche qu'il a accomplie, c'est tuer le fils de la personne qu'il a toujours aimé, la mère de Harry, et Dumbledore n'hésite pas à lui donner cette deuxième chance en disant ok, tu vas réparer ça et tu seras pour toujours contre-espion mais de mon côté. Et tu vas protéger Harry toute ta vie. En faisant ça, il crée des héros extrêmement improbables,
Oui. Puisque, OK, Harry, on a capté, mais à la limite, c'est pas forcément celui qui a le droit le plus de deuxième chance, puisque quelque part, il est toujours un peu, en avance sur son temps, celui-là. Mais par exemple, son ennemi juré de Serpentard, qui clairement aussi va comment s'appelle-t-il? Malfoy. Malfoy, Ouais, bien sûr. qui clairement va du côté, obscur de la Force, j'allais dire. Ouais. Qui va clairement du côté de Voldemort, pendant l'essentiel des 6 histoires. La conclusion du dernier livre, de la dernière histoire, c'est quand même une réhabilitation, puisqu'il est au même endroit, avec ses enfants sur le quai 9 3/4 pour les emmener à Poudlard. Donc on comprend que Harry et tous les autres lui ont donné une deuxième chance après avoir été le méchant pendant 6 épisodes. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que du coup, on a vraiment des héros extrêmement variés au cours de l'histoire, parce qu'il n'est pas obsédé justement par Hermione et Harry qui font quasiment, enfin qui sont toujours bien, quoi. Oui, je pense que les deuxièmes chances, c'est hyper intéressant pour plusieurs raisons. Comme tu dis, ça crée des héros improbables et du Mm. coup des forces Mm. inattendues. Voldemort s'attend pas à ce que Dobby, un elfe de maison, lui pose problème. Mm. Et aussi, ça crée des gens hyper loyaux envers Dumbledore. Et ça, souvent, les gens à qui on donne une deuxième chance, par exemple Hagrid, etc., ou Lupin, qui est aussi Le garou, ouais. un loup-garou, etc. En fait, quand on donne une deuxième chance, et là, on fait le parallèle avec le management, les personnes sont quand même beaucoup plus au courant des attentes. C'est-à-dire que souvent, quand on se rate et qu'on dit ah bah voilà, bah en fait là t'es pas au niveau, etc. En fait, si on donne une deuxième chance, ça donne souvent lieu à une discussion un peu plus de en fait c'est quoi vraiment ce que j'attendais. Et la personne non seulement est plus loyale parce qu'elle se dit wow, ok, là j'ai une chance à ne pas louper, et aussi je suis un peu plus au courant quand même parce que j'ai eu un tour de chauffe. Oui, oui, et puis je pense que ça donne aussi de la sécurité à ceux qui n'en ont pas besoin, en se disant: «Le jour où je vais avoir un problème, je vais pas me faire virer immédiatement», et cetera. Là, on est un peu en lien avec la transgression, mais on est aussi en lien avec la non-performance, avec les erreurs, voire les fautes parfois, hein, parce que Malfoy, il y a des moments où il fait des conneries, il sait très bien qu'il les fait, hein. Mais ouais, ouais, avoir cette espèce de territoire, enfin qui respire, où je peux sortir et re-rentrer, ça fait que l'armée de Dumbledore, elle a tendance à toujours être en extension et pas en train de régresser, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui fait une connerie, il est sorti, il est persona non grata, ou etc. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Si vous essayez de manager sur des durées un peu longues, évidemment, sur des durées très courtes, ça marche pas très bien, mais sur des durées de 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez voir que vous allez créer des dynamiques beaucoup plus intéressantes en allant chercher des deuxièmes chances, des troisièmes, des quatrièmes, hein, donc vraiment beaucoup. Tu as raison, c'est un peu lié avec Arthur, là, pour le coup. Mais c'est vrai que Dumbledore le fait beaucoup et le fait avec des gens auxquels on s'attend pas, y compris les grands méchants, parfois. Ouais, les grands méchants ou la prof de divination qui a eu une prophétie intéressante et 15 ans après, pas du tout. Mais son pari, il est gagnant parce que 15 ans après, elle refait une prophétie. Ouais. Et du coup, en fait, c'était mieux qu'elle soit à Poudlard du côté de Dumbledore que dans la nature et captée par Voldemort. Voilà. Donc, l'homme des deuxièmes chances, Albus Dumbledore. C'est utile. Exemple numéro 5 ou tips numéro 5 de Albus Dumbledore? Je pense que donc les fans d'Harry Potter sont peut-être que vous discuterez sur ça, dites-nous ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'il y a une grande envie, en tout cas de Dumbledore, de ne pas faire d'Harry une star. Il y a beaucoup dans les livres, voilà, c'est le chouchou, Harry c'est le chouchou de Dumbledore, etc. Mais je trouve que plusieurs choses nous montrent que Dumbledore veut éviter de faire de Harry une star. La mort des parents de Harry quand il est tout petit et qui signe la fin de Voldemort, Dumbledore décide de confier Harry à ses cousins. Ces horribles cousins. Qui sont moldus en plus. Et du coup, il passe 11 ans de sa vie, bon, horrible, mais loin du monde des sorciers et loin de cette potentielle des feux de la rampe, en fait. Parce qu'il sait même pas qu'il est sorcier, il découvre ça tout d'un coup, etc. Et ça va l'aider tout le temps, parce qu'il va avoir déjà un regard neuf sur le monde des sorciers, donc poser des questions très candides, tout re-questionner. Et ensuite, parce que quand le côté star lui tombe dessus, Dumbledore s'assure à ce que tous les étés, il retourne chez ses cousins, chez les Moldus, qu'il ait toujours une prise sur la réalité. Oui, et puis c'est aussi pour ça, je pense qu'il va développer énormément Hermione, par exemple, puisque Hermione, elle va bénéficier du management de Dumbledore, pour moi, autant que Harry, quasiment. Ron aussi, hein, il va un petit peu plus tard, je trouve, dans l'histoire, mais il va avoir aussi ça, et puis il va y avoir Londubat, et puis il va y avoir... Donc, il va aussi créer d'autres personnes dignes d'intérêt qui vont éviter de faire de Harry Potter un super-héros. C'est ce qui différencie pour moi Harry Potter d'un Superman ou d'un Spider-Man, hein, c'est qu'on cherche systématiquement à l'entourer et à éviter son côté messie et qui doit à lui tout seul résoudre tous les problèmes.
Et ça, je trouve qu'il le fait tout le long avec les Dursley, mais d'une façon générale en allant chercher d'autres personnes. Ouais, il lui dit très clairement à un moment donné où Mmh. justement dans le 5, c'est un peu la crise d'adolescence d'Harry, où il s'isole un peu. Il lui dit reste entouré, reste avec Hermione et Mmh. Ron, garde ce trio en tout cas, c'est certain. Oui, oui, et ça, je trouve ça vraiment intéressant et je vous invite aussi à avoir ce petit pas de côté parce que si on a un peu intitulé, le management, d'Albus Dumbledore en disant: «C'est quelqu'un qui crée des talents depuis les coulisses». C'est bien au pluriel. C'est très difficile, enfin créer un talent est probablement une chimère et puis quelque chose de très dangereux. Ayez l'ambition d'en créer tout de suite plusieurs. C'est pas plus dur et ça va surtout éviter d'avoir un déséquilibre et d'avoir quelqu'un qui va sortir du lot, écraser les autres de son aura et d'être un chouchou évident. Il est encore vu comme un chouchou à plein de reprises, pas complètement faux par moment d'ailleurs, mais au moins c'est contrebalancé par le fait que les autres aussi ont des atouts pour dépasser, Harry, à plein de moments, quoi. Avoir une seule star dans une équipe, c'est difficile à gérer, Mmh. en tout cas sur le long terme. Et du coup, en tant que manager, bah, voilà, miser plutôt sur le fait de, bah, je mise sur un pour en avoir au moins 5-6 peut-être, et cette capacité à créer plein de héros plutôt qu'un super héros, quoi. Coucou aux dirigeants du PSG qui vont perdre leur ami, Mbappé et ça a l'air d'être une catastrophe. Est-ce que l'année prochaine, en ayant perdu un joueur qu'ils ne remplaceront pas avec un joueur du même niveau, est-ce qu'ils arriveront à avoir une équipe plus équilibrée, plus dangereuse? Peut-être. En tout cas, s'ils sont, Dumbledoriens, je ne sais pas comment vous dire, ils choisiront sûrement de répartir le côté star de Mbappé sur 3, 4, 5 joueurs plutôt que de focaliser tout sur ce joueur-là qui le mérite, il est très fort, mais qui peut-être, a trop à porter sur ses épaules. Allez, on continue, parce que décidément, on a fait la moitié et décidément, c'est quand même intéressant de voir à quel point on pourrait s'arrêter là et en même temps, les 5 autres sont vraiment intéressants, je trouve. C'est intéressant de voir à quel point Dumbledore est un vrai manager. Son rôle dans l'histoire est vraiment de manager ça et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'enseignements, hein, c'est qu'il fait beaucoup d'actions managériales. D'ailleurs, est-ce qu'il fait grand-chose d'autre que du management? C'est même pas sûr, hein. Ah non, en fait, Dumbledore dans les livres, on le voit au début, à la fin et justement, c'est ça. À des moments clés, ouais, il est dans la grande salle, à expliquer, une règle et à expliquer à la fin pourquoi c'était pas si grave qu'elle soit transgressée, quoi. Ouais, et il est par petites touches. Et justement, je me disais, là, ces 5 premiers conseils, on se dit comme Dumbledore, il fait tout juste, et que c'est bien un personnage de fiction. Mais le 6e conseil qu'on a repéré, c'est que Dumbledore, une chose qu'il fait très bien et qui est très forte, c'est qu'il reconnaît ses erreurs. Un exemple crucial de ça, c'est à la fin du 5. Donc Harry vient de perdre son parrain, Sirius. C'était le seul lien familial qu'il avait. Il est fou de rage, fou de tristesse. Il est dans le bureau de Dumbledore qui ne lui a pas parlé de toute l'année. Et il est en train de casser tous les objets du bureau, etc. Il rage, il rage, il rage. Et Dumbledore, non seulement le laisse rager, et lui dit « Mais t'as raison, je me suis trompé. » Alors je me suis trompée, pourquoi? Parce que j'ai enfermé Sirius pendant 1 an en me disant que ça lui irait bien, pour le coup, Sirius, d'être dans les coulisses. Et en fait non, Sirius c'est quelqu'un qui avait vraiment besoin d'être sur le champ de bataille parce qu'il se disait cette année j'ai eu peur de donner trop d'infos à Harry, sauf que du coup ça a miné Harry, non seulement sa confiance mais aussi du coup il est tombé dans des pièges, etc., etc. Et je trouve que là Dumbledore, non seulement il le dit plusieurs fois, je me suis trompé, et il laisse Harry rager, être triste, casser ses objets et dire mais t'as fait n'importe quoi cette année, et il acquiesce. Je fais une petite, parenthèse sur l'épisode 5 parce que tu as dit tout à l'heure que c'était l'épisode de l'adolescence. Je sais pas si on parle des films, si c'est le meilleur film, je ne crois pas. Il y a notamment un problème qui est que, Harry n'est pas très agréable et n'est pas très sympathique dans cet épisode-là. Mais c'est parce qu'on est dans cette période d'adolescence et dans cette période où le monde bascule et Harry bascule. Et Harry bascule dans un petit garçon talentueux et qui est au rendez-vous de ce qu'on attend, à un adolescent qui se cherche et qui veut pas être juste dans les pas de ce qu'on attend de lui et du héros qu'on attend qu'il soit. C'est intéressant que tu parles de cette erreur-là parce que je crois que c'est une erreur qu'on va tous faire en tant que manager, en tant que parent aussi peut-être, qui est, quand on va créer un héros, quand on va créer quelqu'un de très bon, il y a un moment où on va le façonner un peu trop, où on va trop décider à sa place et ce moment-là va créer un conflit. Sachez reconnaître le conflit d'émancipation. Sachez reconnaître que, OK, là, je l'ai embauché, c'était mon petit gars et je l'ai managé comme mon petit gars et il y a un moment où il en pouvait plus. Il faut être assez doux avec cette erreur-là. Tout le monde, enfin, je te dis, tous les parents, je pense que beaucoup de parents la font. Soyez assez doux avec cette erreur, mais reconnaissez-la. C'est-à-dire, on va la faire, on la fera à nouveau, mais reconnaissez-la. Elle va permettre de créer des relations d'adultes après.
hein, c'est quand on la reconnaît pas, on va créer des conflits ou on va créer ce qu'on appelle des trahisons. Ça, c'est les papas qui refusent que leur enfant leur ressemble pas et qui voient ça comme une trahison. Bah, les managers qui refusent que leurs, collaborateurs leur, ressemblent pas, Ouais. et ben, vont créer des traîtres à leurs yeux. Donc c'est intéressant de se dire: «OK, ça c'est une erreur, elle est difficile à éviter, mais il faut la reconnaître», comme fait Dumbledore, et ça permet de continuer l'histoire autrement. Et je suis tout à fait d'accord et je me dis aussi dans des situations, difficiles, où quelqu'un on a un collaborateur en face de soi qui est, en colère. Je pense qu'aussi retenir le côté, eh ben, oui, il est je le prends dans mon bureau Mmh. et je laisse exprimer sa colère. C'est pas facile, c'est hyper, dérangeant parce qu'on Mmh. se prend l'émotion de quelqu'un en pleine figure. Mmh. Au travail, on n'est pas habitué, mais rien que ça aussi, dans des moments de décisions difficiles, de changement, et cetera. C'est aussi, la meilleure stratégie à adopter pour ensuite enclencher une discussion. Et Ouais, ça peut être 4-5 sessions de rage dans le bureau, je sais pas. et je trouve que c'est intéressant, on s'attarde un peu là-dessus parce que on manage pas des pions. Quand on est manager, on a toujours cette tendance à dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ou elle réussisse?» et cetera et cetera. Plein de fois où ça marche. Mais on manage pas des pions, donc il y a des fois où ce qu'on fait, ça marche pas, il y a des fois où on se trompe, puis il y a des fois où le manager, il veut pas en fait que vous le managiez. Il veut pas avoir votre rapport, il veut pas avoir votre décision, il veut pas avoir tout ça. Et on se trompe parce qu'on le voit pas forcément venir ou parce que c'est un changement qui était un peu brutal ou voilà. Reconnaissez-le parce que ça va permettre de transformer la relation. Numéro 7, qui, est un tout petit peu dans la même veine parce qu'il est dans, la franchise à dire les choses. Dumbledore, il dit la vérité même quand c'est difficile. Un exemple clair de ça, c'est à la fin du 4, Voldemort est de retour. Sauf qu'il y a que Harry qui l'a vu et Dumbledore croit Harry et il croit tout plein d'autres signes. Et le ministère de la magie, les parents des élèves ne veulent pas en parler, ne veulent pas que leurs enfants sachent. Et au banquet de fin d'année, Albus Dumbledore fait un discours particulièrement fort en disant, bah voilà, les gens veulent pas vous le dire ou pas forcément vous prendre au sérieux, mais Voldemort est de retour. Et c'est grave qu'il soit de retour. Et les temps à venir vont être difficiles. Et après, il finit sur, bah, on peut s'appuyer sur quoi? Qu'est-ce qui peut nous motiver cet été? Qu'est-ce qui peut Mmh. nous motiver à revenir l'année prochaine à Poudlard, etc. Mais il a vraiment 2-3 phrases très claires de, bah oui, c'est grave, oui, ça va être difficile, et non, c'est pas drôle. Tu as raison, c'est un peu dans la même veine que l'autre, si ce n'est que là, il fait pas une erreur. Mais par contre, on est aussi dans cette idée de les gens que je manage sont pas des pions ou sont pas des gens que je peux manipuler, donc c'est des gens à qui il faut arriver à dire des 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 vérités. Caroline, elle raconte une histoire pour les enfants, donc pour qu'on puisse s'identifier aux enfants, elle a mis des enfants. Mais à travers ça, elle essaie de nous rappeler que, enfant ou pas enfant, on sait gérer des informations, difficiles. Évidemment, on va changer un peu la forme quand on parle à des enfants de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 15 ans, par rapport à quand on va parler à un adulte de 35, 40 ans. Sur le fond, c'est quand même important de se dire: «OK, j'y vais, tant pis». Parce que sur le long terme, ça va fonctionner. Sur le long terme, ça va créer des relations de confiance. Ça va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a toujours des gens qui voudraient que vous cachiez la vérité. Mais la vérité est têtue. Donc, si c'est vrai, ça se saura de toute façon. Donc, n'ayez pas peur de la partager. Choisissez vos mots, mais n'ayez pas peur de la partager. Oui, je trouve qu'il y a le risque de vouloir protéger les gens, et c'est Mmh. un risque que les managers peuvent beaucoup faire. Mmh. Mais en fait, annoncer les difficultés, ne pas les cacher, c'est tellement un gage de confiance que ça vaut le coup de passer par cette étape-là. Mais ça, moi, ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que, alors, faut pas être mal compris là-dessus. C'est, le rôle du management n'est pas de protéger les gens. Mmh. D'ailleurs, je pense pas non plus le rôle des parents en vrai, de protéger, enfin raisonnablement. Le rôle, c'est de les développer, de leur faire des choses nouvelles, de leur faire apprendre des choses, de faire en sorte qu'ils voilà. Et pour faire ça, il faut pas toujours les protéger. Il faut qu'ils prennent des risques. Alors mesurés, il faut qu'ils soient exposés, alors de façon pédagogique, mais il faut le faire. Parce que sinon, on a des gens qui se coincent dans leurs habitudes et puis qui sont dans une relation de spectateur pur et dur et puis qui vont juger vos actions. Donc quand vous avez l'impression que les managers, que les gens en dessous de vous ne sont pas au rendez-vous des enjeux, bah, c'est souvent qu'on leur a pas donné les enjeux depuis des années et qu'il faut leur redonner pour ils soient capables d'inventer des nouvelles solutions. Ouais, les enjeux et leur gravité Et et leur gravité, et cetera, et cetera. Et en même temps, point numéro 8. Point numéro 8, qui je pense est peut-être celui que je préfère dans le personnage de Dumbledore, c'est que donc on a quand même s'il est dans les coulisses, etc., il a quand même un petit côté, c'est le sage de toute éternité dans le monde des sorciers. Et nous, ce qu'on trouve qu'il fait très bien et qui est très important, Dumbledore, c'est qu'il met beaucoup de légèreté dans le système. Il y a plein d'exemples de ça. Souvent, Dumbledore commence le discours de fin d'année où tous les professeurs, tous les élèves écoutent
avec l'équivalent d'une blague carambar, Mmh. ou en disant bon appétit, Mmh. ou je sais pas, le mot de passe pour rentrer dans son bureau qui est un peu un endroit incroyable, etc. Ça va être sorbet au citron, voilà, une autre onomatopée comme ça. Et il met beaucoup de légèreté dans le système. Il casse son image de grand sage qui sait tout, etc. Il se prend pas au sérieux. Et ça, on trouve que c'est hyper intéressant et on peut carrément appliquer ça dans nos équipes. Ouais, et puis il annule pas la coupe de Quidditch alors que ce serait raisonnable de le faire. Il va garder le banquet alors qu'on pourrait se dire: «Mon Dieu, mais on est attaqué par un être terrible, on peut pas faire la fête». Et en fait, il a vraiment compris que dans le développement de quelqu'un, d'un groupe de talents, puisque vous avez compris, c'est un groupe de talents qui est développé par un seul, il y a cette idée justement de leur donner des respirations, y compris dans les moments les plus durs. Et il le fait par l'humour, par les moments de détente. Moi, je vois souvent en entreprise des gens qui disent: «Non mais tu comprends, là, c'est vraiment chose qui nous arrive et cetera, donc on peut pas faire ça, ça va être hyper mal pris». C'est mal pris quand on en fait trop. C'est-à-dire que si je vous fais faire des économies d'un côté et que je vous amène à faire une fête, avec des bouteilles de champagne à profusion de l'autre, ça va pas du tout. Parce qu'effectivement, il y a une déconnexion totale entre un message et l'autre. Mais si je vous appelle à faire des économies d'un côté et que de l'autre, on va faire une fête modeste où on va pas avoir du champagne, mais des jus de fruits, machin, tu sais? Et qu'en fait, on montre juste que ce qu'on veut, c'est la convivialité et que le truc coûte pas cher, mais qu'il est là et qu'il est présent sincèrement, bah, ça fonctionne. Donc oubliez pas que la fête, le plaisir, le rire, tout ça, ça peut être dans tous les moments de la vie, y compris les plus dramatiques. Par contre, évidemment, il faut avoir un ton juste. Donc, pas de champagne en période d'économie, quoi. Mmh. Et ce ton, c'est aussi le ton de Dumbledore. Enfin, je Mmh. trouve, en fait, tout ce qu'il fait là, que je mentionnais, les Mmh. blagues carambar, tout ça, ça le rend un peu bizarre. Et les Mmh. gens se disent: «Waouh, il est bizarre». Mais en Mmh. fait, c'est tellement lui-même que, bah, c'est sa manière de faire, c'est Mmh. sa manière de mettre un peu de joie, de légèreté, d'amusement, dans Mmh. le système. C'est un peu à contre-pied de l'image que tout le monde se fait. Et en fait, lui, ça lui permet aussi de s'amuser quand tout le monde est dans un système très, bah, les examens arrivent, l'école, le savoir, le Mmh. sérieux, bah, lui, ça lui permet si c'est ce qu'il aime, si c'est sa manière d'être, bah, allez-y, on vous prendra peut-être un petit peu pour décaler, mais ça sera accepté et ça sera, Ouais. si c'est compensé, Il y a un lien avec le 7e, c'est-à-dire, dire ce qui est difficile quand c'est difficile et savoir donner des moments de respiration. Enfin, pour moi, c'est 2 principes qui fonctionnent vraiment ensemble. Non pas qu'ils sont, directement liés, mais qu'en fait, ils se compensent, tous les 2 et que, l'important, c'est la justesse du ton entre ces 2 moments-là et encore une fois, les gens sont tout à fait capables de comprendre que vous soyez et d'ailleurs, on le voit, hein, quand malheureusement, on participe à un enterrement, hein, en général, après, on fait un petit buffet qui n'est pas toujours un moment sinistre. C'est pas une fête de mariage par contre. Donc c'est pas forcément triste et sinistre. Moi j'ai vu des moments plutôt apaisés de ces moments-là, mais il y a pas de problème à boire un verre après un enterrement et à passer un moment pas désagréable. Simplement, c'est bizarre si, la musique est forte, si la voiture est décorée, si machin et cetera. Mais sinon c'est pas un problème en fait, ça va ensemble. C'est des choses qui peuvent aller ensemble. Il faut trouver l'équilibre. Tout à fait. Numéro 9. Numéro 9, oui, bah, justement, c'est pour le coup, c'est le conseil de quand on disait à Dumbledore, il crée des talents en coulisses. Bah, là, vraiment, on est sur la partie coulisses. C'est un truc que Dumbledore fait super bien, c'est qu'il laisse faire. Donc, à la fois, il a ce côté où régulièrement, il donne la bonne dose de magie, il donne 3 coups d'avance parfois à certaines personnes, etc. Mais globalement, il laisse beaucoup faire les choses, notamment, je trouve, dans son staff, enfin dans ses professeurs. Un exemple criant, par exemple, c'est que Dumbledore, il se dit: «Rogue, il est de mon côté. Il travaille pour nous, il travaille pour la survie d'Harry». Par contre, il laisse Rogue complètement exercer ses pleins pouvoirs de professeur, parfois de professeur injuste, horrible et cruel Mesquin. envers Harry. Il va jamais aller contre le nombre de punitions, Y compris très cruel, ouais. Ouais, y compris très cruel quand il le garde après les cours, etc. Il va jamais aller contre les décisions de Rogue à ce niveau-là. Et il va laisser faire un peu la géopolitique des profs, etc. Parfois, à ses risques et périls. C'est-à-dire que parfois, il découvre des choses, il se dit quoi, il y a ça qui se tramait, ou quoi, Dolores Umbridge, elle est allée à ce niveau-là. Mais en fait, il connaît quand même la barrière, le truc où, comme tu disais avant, non négociable, où il faut à tout prix qu'il soit au courant. Mais globalement, il laisse faire, chacun selon sa personnalité, son histoire et ses un peu responsabilités. Rogue, il est professeur, donc il fait ce qu'il veut
en termes de cours et de devoirs avec Harry. Et je trouve que ça, c'est pas facile et c'est très fort parce que c'est un lien de confiance immense et ça permet aussi à chaque professeur d'exister en tant que tel, quoi. Et il laisse faire des choses graves parfois. Parce qu'en fait, c'est facile de laisser faire quand c'est des petites adaptations, quand c'est pas exactement comme il aurait fait lui. Non, mais lui, il laisse faire des choses qui sont vraiment opposées à son système managérial. Et en fait, il y a plein de punitions comme ça, un peu vexatoires, etc., qui sont des choses qu'il ne ferait jamais. Hein. Vous allez voir, c'est pas le 10e. Mais il laisse faire, et je trouve ça vraiment important de considérer aussi qu'on peut pas avoir un système managérial où on régule tout. En fait, quand on régule tout, tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à ces dictateurs qui se nomment eux-mêmes le père du peuple ou tu sais, il y en a plein comme ça, qui se nomment eux-mêmes le protecteur, le parrain. Et en fait, c'est sous prétexte de cette espèce de bienveillance globale, font des saloperies, font des saloperies et tolèrent pas que les autres fassent quoi que ce soit de différent. Donc c'est le père du peuple. Par contre, si t'es opposant, t'es en prison. Et je trouve que c'est ça la grandeur de Dumbledore, c'est de dire oui, je suis protecteur de mes élèves, mais si tu fais pas exactement comme moi, t'es pas systématiquement en prison. Et je pense que quand on est manager dans les entreprises, c'est un peu la même. Ayez des principes, ayez des valeurs, acceptez que ce soit pas le cas de tout le monde, que tout le monde n'ait pas exactement les mêmes. Alors bien sûr, il y a des fois où c'est vraiment scandaleux et il faut sévir, mais pas toujours. Enfin, votre système de valeurs ne peut pas s'appliquer aux autres comme ça, copier-coller, quoi. Ouais, il y a un côté, il peut pas s'immiscer dans toutes les relations, tous les problèmes, Non. Et vouloir touche que même à ses héros, enfin, c'est Mmh. plusieurs à 0. et ne pas vouloir que tout le monde manage comme lui. Ouais, exactement. C'est hyper intéressant. Et tu voulais absolument terminer par le 10e, tu m'as dit c'est important qu'il soit en 10, le 10. Oui, parce que je trouve que justement, il est très prise de recul. Mais je trouve que on peut finir avec Dumbledore. Ce qu'il fait très bien, c'est qu'il prend du temps à l'écart. C'est la raison pour laquelle on voit très peu quand même. Enfin, il intervient très ponctuellement. Et je trouve un objet qui symbolise ça, un objet magique, c'est la pensive ou la pancine. La pancine. La pancine, qui est une bassine où les sorciers et surtout Dumbledore peut mettre ses souvenirs et ses pensées dans la pancine et les revisiter à loisir. Et plein de fois, quand Harry arrive en trombe dans le bureau de Dumbledore, il trouve Dumbledore avec les mains jointes comme ça, qui réfléchit tout seul et qui revisite ses souvenirs, qui revisite ses pensées. Et donc il y a un peu ce côté à l'écart et il prend le temps de se redire, mais le premier jour où j'ai vu Harry, il était comme ça, ou Voldemort quand il était enfant, il était comment, revoir tout ça, prendre le temps de ça. Et ça, on s'est dit, c'est vraiment un conseil qu'on peut tellement donner aux managers qu'on accompagne, qu'ils ont tous en tête, mais qui est très difficile à maintenir. Oui, surtout qu'on a 2 obsessions. Alors certains diront que c'est les obsessions de l'époque. Je ne sais pas si ça existait pas du tout avant, mais en tout cas, il y en a une qui est la culture de l'instant, c'est-à-dire cette espèce d'idée qu'on ne gère que ce qui est en train de se passer. Et la deuxième, c'est la culture du progrès. Pour moi, la culture de l'instant et la culture du progrès sont 2 choses. Moi, je vois beaucoup de managers qui méprisent un peu le chemin qui a été parcouru pour en arriver là, que ce chemin a été parcouru avec eux ou sans eux. Ils le méprisent pas parce qu'ils sont bêtes ou abrutis ou ce que tu veux, c'est un peu parce que l'époque ne les encourage pas à le faire, mais c'est aussi parce qu'ils sont pris dans une espèce de tourbillon où on se demande si est-ce que c'est vraiment bien utile de se questionner sur ce qu'est l'entreprise, ce qu'est cette équipe, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a bien fait dans les années à venir, dans les années passées, pardon. Et en fait, c'est hyper utile. Même quand on est en train de changer les choses profondément. C'est hyper utile parce que sinon on oublie. Moi, je vois actuellement, par exemple, il y a des discours, selon moi, c'est complètement absurde, sur, par exemple, la place de l'AI, c'est l'intelligence artificielle, où en gros, les gens te disent: «Ah ben, de toute façon, c'est incontournable, il faut le faire, il faut y aller, si on n'y va pas, on est mort». Ouais, peut-être, mais en tout cas, vous ne pouvez pas y aller autrement qu'en vous questionnant sur: c'est quoi votre boîte? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi sa promesse? C'est quoi ses points forts? C'est quoi sa raison d'être sur le marché? On fera peut-être de l'AI là-dessus, hein, mais en tout cas, c'est pas la question. On peut pas être drivé par une techno. On est drivé par une utilité, par l'envie de faire quelque chose bien, par l'envie de résoudre un problème. Et donc, si je fais de la techno, pourquoi pas? Mais elle est là pour résoudre mieux ce problème. Elle n'est pas là pour dire: «Ah bah non, mais nous, on n'a pas loupé le train de l'AI». Mais je m'en fous, moi, que vous loupiez le train de l'AI, en fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que tu fais mieux ton boulot ou pas? Est-ce que tu rends mieux ton service ou non? Et c'était vrai là-dessus, c'était vrai sur le e-commerce, c'était vrai sur le lean, c'est vrai sur tout ce que vous voulez. Il faut garder à l'esprit qu'on est là pour résoudre un problème qui préexistait à la technologie et notre raison d'être est là pour autre chose
que juste se gaver des nouveautés du monde. C'est l'obsession du progrès. Se gaver de ce que les réseaux sociaux nous décrètent comme étant indispensable, c'est l'obsession du court terme et du quotidien, quoi. Et moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce rapport au passé pour éviter d'être là-dedans. Conseiller de vraiment prendre du temps pour Mmh. se questionner sur le métier et je trouve aussi sur, l'équipe, Mmh. un autre exemple concret que j'ai en tête, c'est conseiller à un manager, mais vraiment de prendre 2 heures par semaine Mmh. pour, être tout seul et juste réfléchir: «OK, là, je vais revoir, c'est mon point hebdomadaire avec mon équipe. Comment c'était la dernière fois?» Mmh. Mais plus, pas qu'est-ce qu'on s'est dit, on peut aussi reprendre le compte rendu, mais comment ils étaient? Ou Mmh. même 5 minutes avant, notre point one to one, se redire justement faire, Mmh. trouvez-vous votre petite pensée ou quoi, de dire: «C'était comment? Qu'est-ce qu'on s'était dit? Qu'est-ce que j'aimerais, dans 1 an, elle était comment ma collaboratrice? Où est-ce que j'ai envie de l'emmener?» et cetera et en fait, mais ces 5 minutes, ils vont peut-être que vous allez les oublier, le moment où votre collaborateur rentre dans la salle, mais en fait, en toile de fond, Ouais, ouais. ça va tellement vous aider. Donc nous, on peut vraiment conseiller ce côté, trouver votre écart dans Mmh. l'entreprise, trouver votre Recharger la pensée. mémoire, ouais. Oui, c'est ça et recharger la mémoire, ça aide Mmh. beaucoup. Ouais, comme on regarde une espèce d'album photo et que ça on a l'impression de mieux se souvenir du voyage qu'on a fait il y a 10 ans, en fait. Ouais. Évidemment, on est en train de renouveler le souvenir, hein, donc on se souvient de la photo presque plus que du voyage. Mais peu importe, ça nous permet de raviver ces émotions et de jouer de façon juste avec ça, que ce soit dans la relation comme tu le dis, ou que ce soit dans des décisions plus stratégiques comme mon exemple des technologies. En tout cas, toujours garder à l'esprit, je ne dois pas être drivé par quelqu'un de l'extérieur qui m'assène une vérité, mais je dois aller chercher aussi dans mes souvenirs et dans le passé des choses qui me permettent de comprendre ce qui est en train de se jouer. Ça peut paraître Je pense que ça paraît très compliqué à certains d'entre vous de se dire 2 heures par semaine et tout, c'est énorme. Oui et non, parce que je trouve que enfin, dites-nous dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais je trouve que les équipes qui n'ont jamais ces temps-là ont un vrai problème d'efficacité. Elles ont l'impression d'être efficaces parce qu'elles sont tout le temps en action, mais en vrai, quand tu les regardes de l'extérieur, quel temps perdu à refaire les mêmes discussions, à jamais décider, parce qu'en fait, ils reprennent toujours de zéro. C'est la culture de l'instant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Et Dumbledore, il fait pas ça. Il essaie Non, de développer les gens en briques et sans oublier le chemin qu'il a le parcouru. chemin qu'ils ont fait. On a passé 10 grands principes, je pense qu'on pourrait en faire d'autres. Quelle image ça te donne de Dumbledore si on devait boucler un peu la boucle? C'est quoi alors ce manager? Ce qu'on s'est déjà dit, c'est le côté, c'est un manager magicien, OK, Mmh. facile, il est magicien, il Ouais, est facile. sorcier. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment quelqu'un des coulisses et quelqu'un qui mise sur, plusieurs personnes et sur là où ils en sont, les développer. Et après, c'est peut-être moins managérial, mais je trouve si Dumbledore, il a un slogan dans sa vie, c'est quand même, l'amour, l'affection, c'est la plus forte des magies. Et ça, je trouve qu'on le retrouve partout et en tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il mise énormément sur le relationnel et Mmh. énormément de ses décisions quand même, elles sont, prises sur ça et il n'en déroge pas. Oui, on n'en fait pas un principe parce que c'est un peu étrange de vous dire: Oui. «Mettez de l'amour dans votre management», mais si Dumbledore fait confiance à Rogue, c'est parce qu'il a aimé la mère de Harry. Le conseil qu'il donne à Harry le plus souvent, c'est rester proche de ses amis. Les relations que Harry va avoir avec Ginny, qu'il va avoir avec les professeurs qu'il aime le plus, avec Sirius, avec la famille Weasley, sont des relations qui vont permettre de transcender les moments dans lesquels les solutions préfaites avec les magies insuffisantes ne fonctionnent plus. Et au final, c'est à ça qu'il va se raccorder. Je pense que c'est aussi à ça que le pardon Malfoy arrive en fait au final, c'est que Malfoy a été drivé par son père, mais son adolescence l'a amené à être une personnalité différente. Et c'est comme ça qu'aussi il revient dans le droit chemin, si j'ose dire. Donc c'est quand même intéressant de se dire au final, toutes les règles, tous les grands principes vont vite s'écrouler face, à l'envie des gens de travailler ensemble et de se respecter, quoi. C'est ça, en fait, au final, qui fait, sa ligne directrice et qui fait que la transgression est acceptée ou non, en réalité. Mmh. C'est-à-dire que les transgressions, de haine, ils les acceptent pas. Les transgressions pour sauver quelqu'un, ils les acceptent toujours. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça, hein, le truc et on pourrait reprendre tous les principes comme ça, hein, Mmh. et toutes ces erreurs, c'est ça aussi, hein, c'est il aimait tellement les gens qu'il aurait pu leur dire que ça allait mal se passer que Ouais.
Bon, c'est intéressant. Moi, je trouve que, voilà, je sais pas si je peux vous conseiller de relire tous les bouquins, de revoir tous les films, surtout que j'ai essayé de revoir les films en intégralité, ils sont quand même moins bons que dans mon souvenir. Moi, je vous conseille les bouquins. Alors. Ouais, et en anglais, si vous êtes capable. Mais ouais, il y a vraiment du management, en fait, surtout de la longue durée, et nous Ouais. qui défendons le long terme chez les managers, je trouve que c'est intéressant de voir comment ils construisent sur des durées très longues. Mais c'est son point commun avec Arthur, hein, d'une certaine façon, cette espèce de constance dans la manière de manager les gens. Tout en disparaissant totalement à la fin, finalement. Et ça, le 7, c'est qu'il y a plus Dumbledore. Ouais, Et il y a oui, plus cette image de sage. Et voilà. Mais Et il a c'est- tout fait pour créer le tremplin pour la suite. Et c'est pour ça qu'on l'a pris comme icône de notre cabinet, puisque un cabinet de conseil n'a pas de raison d'être au tome numéro 7. Et donc, il faut savoir nous utiliser dans la croissance, dans votre croissance du management, et puis nous abandonner avec plaisir quand vous vous sentez prêt à voler de votre propre aile dans le nouveau système de management. Je vous invite à commenter, liker, partager cette vidéo si vous avez appris des choses. Posez-nous des questions autour de Harry Potter. Donnez-nous les exemples qu'on n'a pas tous cités dans les films ou dans l'entreprise de ce qui vous a interpellé. Et puis, on continue cette discussion sur les réseaux sociaux. C'est ça. Merci Patrick pour cette réminiscence dans le monde d'Harry Potter. Eh ben, avec plaisir. Merci pour ta préparation et à bientôt, Emmanuel, pour une nouvelle table ronde.